pense qu'on vous a tous déjà dit au moins une fois dans votre vie que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Moi, j'avoue que je suis pas très fan de cette citation, tout simplement parce que je pars du principe que tout ce qui ne tue pas laisse des traces indélébiles qui nous marquent à vie. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire que ce qui ne tue pas peut aussi être un signe qu'on n'est pas forcément sur la bonne trajectoire et qu'il est peut-être temps de changer de direction si on souhaite réellement s'épanouir. Alors bien sûr, à condition d'en prendre conscience et surtout de le voir de cette manière, parce que certes, dans la vie, on ne choisit pas les épreuves qu'on traverse, mais on choisit quand même la manière dont on les traverse. Et honnêtement, je pense que derrière chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, se cache un cadeau. Alors je sais, dit comme ça peut peut-être paraître insensé parce que quand on est en train de traverser une épreuve difficile, le cadeau, on ne le voit pas forcément et on n'a pas forcément envie de le voir non plus. Et j'ai envie de dire que c'est OK et même que c'est totalement normal. Mais pour autant, à un moment donné, on finit quand même par prendre du recul. Et à ce moment-là, on finit quand même par voir ce cadeau, ou du moins, on finit par se rendre compte que oui, il y avait bien une leçon cachée derrière cette épreuve. Et justement, pour illustrer ça, j'aimerais vous parler du chapitre de ma vie qui a été à la fois le plus douloureux, mais aussi celui qui m'a radicalement transformée et dont je suis aujourd'hui le plus fière et le plus reconnaissante. Donc on va revenir 7 ans en arrière. À ce moment-là, on est en 2017, j'ai 15 ans. J'ai pas confiance en moi, je suis mal dans ma peau. Je viens de vivre des déceptions amicales qui m'ont poussée à me renfermer sur moi-même. Et à côté de ça, je suis en dépression et je souffre d'anorexie mentale sans même que personne ne le sache. Bien évidemment, j'avais trop honte d'en parler et de demander de l'aide, et surtout, je pensais que je pouvais gérer la situation toute seule. Évidemment, j'étais au courant de ce que j'avais bien avant qu'on me pose un diagnostic. Simplement, je ne voulais pas être un problème pour mes proches, je ne voulais pas les inquiéter, et j'avoue aussi qu'il y a une partie de moi qui voulait rester dans le déni. J'essayais de me convaincre que c'était pas si grave que ça, et surtout que je pouvais garder le contrôle sur la situation. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, je me suis enfoncée en silence et j'ai souffert toute seule. Honnêtement, je ne saurais même pas décrire cette souffrance tellement elle est indescriptible. J'avais juste l'impression d'être rongée de l'intérieur. J'avais honte d'aller au lycée parce que mes vêtements étaient devenus trop grands pour moi. On me reprochait aussi d'avoir changé. Certaines personnes m'ont même abandonnée parce qu'elles estimaient que je faisais aucun effort pour m'intégrer. Et je me rappelle même d'un jour où, en plein cours d'orientation, mon prof principal m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Et quand je lui ai répondu que je voulais être pâtissière, il s'est arrêté. Il m'a regardé de haut en bas et il m'a dit devant toute la classe « Tu vas être pâtissière, mais t'es tellement maigre qu'on dirait que tu ne les manges pas à tes pâtisseries. » J'avoue qu'à ce moment-là, la claque que je venais de me prendre était tellement violente que j'avais qu'une seule envie, c'était d'en finir tellement je me sentais humiliée. Et un jour, c'est mes parents qui ont fini par se rendre compte que quelque chose n'allait pas chez moi. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus me cacher. Et je ne voulais plus non plus me cacher. Je ne voulais plus vivre ça toute seule. Et surtout, j'arrivais plus à garder la face à tout ce que je traversais. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été suivie par tout un tas de professionnels de santé, diététiciens, psychologues, médecins, etc. J'ai aussi commencé à faire des crises d'angoisse à chaque repas parce que je ne voulais plus manger. Mes parents me laissaient plus dormir toute seule dans ma chambre parce qu'ils avaient peur que je fasse une bêtise et que je commette l'irréparable. Et en vrai, je les comprends parce que, pour être honnête, j'y avais pensé. Honnêtement, je pensais que c'était la seule solution parce que j'étais arrivée à un point où je pensais que jamais j'allais réussir à m'en sortir, que tout était figé et que c'était fini pour moi. Et aussi, j'étais arrivée à un stade où j'arrivais même plus à vivre normalement. C'est comme si j'avais perdu le mode d'emploi, que je ne savais plus comment faire, et comme si finalement cette part d'ombre qu'il y avait à l'intérieur de moi avait pris toute la place et qu'il ne restait rien d'autre. Sauf qu'à un moment donné, le verdict a fini par tomber. Mon état de santé était trop en danger, et donc je n'ai pas eu d'autre choix que de me faire hospitaliser. Et clairement, ce que je pensais être un cauchemar jusque-là n'était en fait rien comparé à ce que j'allais vivre à l'hôpital. Parce que clairement, l'épisode que je m'apprête à vous raconter là est sans doute le plus traumatisant que j'ai vécu, mais aussi celui qui m'a hanté pendant encore des années après. Donc voilà, un mardi matin, je me réveille dans ma chambre d'hôpital. Comme d'habitude, je débranche les capteurs qui servaient à surveiller mes constantes qui étaient bien trop basses. Je vais dans la salle de bain, histoire de prendre ma douche et me préparer avant le check-up des infirmiers. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Je me sentais beaucoup plus faible, j'avais du mal à tenir debout, j'avais du mal à respirer, j'avais du mal à réfléchir.
Et d'un seul coup, c'est le trou noir. Je m'écroule littéralement sur le sol, et je pense même qu'à ce moment-là, c'est mon instinct de survie qui s'est réveillé, parce qu'honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me relever, je me suis habillée, je suis retournée m'asseoir sur mon lit, et j'ai fini par appeler les infirmiers pour leur expliquer ce qui venait de se passer d'une manière totalement détachée, comme si finalement, c'était pas si grave que ça, alors qu'au fond de moi, je savais que si, ça l'était. Au fond de moi, je savais ce qui était en train de se passer, ou du moins je sentais que c'était bientôt la fin. En même temps, mon cœur était rendu à une 30aine de battements par minute. Je ne pouvais même pas rester debout plus de 5 minutes. Et surtout, je sentais que mon corps était épuisé. Je sentais qu'il restait... Pardon. Je sentais que c'était qu'une question de quelques jours avant que ce soit la fin. Donc forcément, ce que je pensais être une journée banale jusque-là s'est finalement transformé en cauchemar. D'abord, les infirmiers sont arrivés, ils ont pris mes constantes, qui étaient évidemment mauvaises. Ils m'ont aussi pesé ce jour-là, et le poids sur la balance affichait 39 kilos. Ils sont repartis, comme si de rien n'était, sans rien dire quoi que ce soit, et un peu plus tard dans la journée, dans la matinée plutôt, mes parents sont arrivés. J'avoue que sur le moment, j'ai trouvé ça assez bizarre, parce que même si mes parents venaient me voir tous les jours, ils venaient déjà jamais en même temps, et en plus ce jour-là, ils sont arrivés plus tôt que d'habitude en me disant que c'était le médecin qui les avait appelés. Le médecin en question est ensuite entré dans ma chambre pour m'annoncer qu'ils allaient devoir me perfuser pour me réhydrater. Alors sur le moment, je me suis mise à pleurer sans même penser une seule seconde que c'était que le début. Parce qu'un peu plus tard dans la journée, le même médecin est à nouveau entré dans ma chambre, mais cette fois-ci accompagné du psychiatre qui me prenait en charge, et m'a annoncé qu'ils allaient devoir me poser une sonde parce que mon état de santé était beaucoup trop en danger et qu'ils ne pouvaient clairement pas me laisser dans cet état-là. Et là, c'est tout mon monde qui s'est écroulé. Évidemment, sur le moment, j'ai refusé. J'ai essayé de les convaincre que c'était pas nécessaire, que j'allais me reprendre en main, qu'il fallait me faire confiance, sauf qu'en fait, on me laissait plus le choix. C'était soit j'acceptais de me laisser poser cette sonde, et tout se passait bien, soit je refusais. Ils appelaient la sécurité pour m'attacher sur mon lit et me la poser de force. Pardon. Donc autant dire que le choix était vite fait. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être plus rien. Comme si finalement, tout ce que j'avais essayé de construire depuis mon enfance avait entièrement brûlé et qu'il ne restait plus que des cendres. Et à côté de ça, je me sentais tellement en colère contre la terre entière et je me suis juste mise à pleurer de souffrance. Ce jour-là, j'ai aussi vu mes parents pleurer et je peux vous dire que quand on en arrive à ce point, on sait réellement qu'on a touché le fond. Ce jour-là, j'étais partie pour abandonner. Je m'étais dit que ça y est, c'est bon. J'allais arrêter de manger, que j'allais me laisser mourir sur mon lit d'hôpital parce que clairement, je pensais que j'avais plus aucune perspective d'avenir, que ça y est, c'est bon, la partie, elle était terminée pour moi. Sauf qu'en fait, ce jour-là a été un jour décisif dans ma vie. Parce qu'alors que je pensais que j'allais abandonner et que justement j'allais me laisser mourir, il m'a suffi d'un appel avec ma mère pour trouver le courage de me lever de mon lit, d'aller dans le réfectoire de mon service, d'ouvrir le frigo, de prendre une compote et de retourner la manger dans ma chambre. Alors, une compote, c'est peut-être rien, ça peut même paraître insignifiant, mais sachez que cette compote a marqué le début de mon combat. Un combat qui ne faisait que de commencer, puisque quelques mois après être sortie de l'hôpital, j'ai rechuté. Je me suis à nouveau faite hospitaliser, mais cette fois-ci dans une clinique privée, où dès mon arrivée, on m'a imposé un traitement sans même me demander mon avis. On m'a aussi fait signer un contrat de poids avec pas mal de restrictions parce que les médecins pensaient que cette solution allait me faire avoir ce fameux déclic qui allait me permettre d'avancer. Donc à partir de là, mes parents pouvaient venir me voir uniquement une fois par semaine pendant 1 heure. J'avais le droit à mon téléphone que pendant 1 heure le week-end. Évidemment, je ne pouvais pas faire de sport, donc j'étais pas mal restreinte au niveau des activités. Je ne pouvais pas rentrer chez moi le dimanche, ne serait-ce que pour changer d'air. Et surtout, je n'ai pas eu le droit de rentrer chez moi pour Noël ni pour le Nouvel An. Et si vous voulez tout savoir, à ce moment-là, j'en avais strictement rien à faire de ce contrat, ni même de toutes les restrictions qu'il impliquait. Tout simplement parce que plus rien n'avait d'importance pour moi. J'avais juste l'impression d'être morte de l'intérieur, et c'est ce que je répétais tous les jours aux infirmiers. Mais pour autant, je me suis quand même accrochée, et malgré le fait que ce soit difficile, j'ai quand même fait des rencontres qui m'ont marquée et qui m'ont aidée à avancer. Ce qui fait que 6 mois plus tard, j'ai enfin pu rentrer chez moi. Alors évidemment, durant ces 6 mois, j'ai fait le choix de mettre les cours de côté et de redoubler parce que le plus important était que je me concentre sur ma santé. Mais contrairement à ce que je pensais,
c'était pas parce que j'étais enfin sortie de l'hôpital que ça y est, c'est bon, le combat était terminé. Parce que ce combat a finalement duré 7 ans. 7 ans où j'ai jamais cessé d'essayer, de recommencer, de construire, déconstruire, puis encore reconstruire mon identité. 7 ans où j'ai dû apprendre à m'aimer et à m'accepter. Mais surtout, 7 ans qui m'ont appris à pardonner aux autres pour me pardonner et à faire la paix avec ce qui était pour pouvoir mieux vivre ce qui est et me réjouir davantage de ce qui sera. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on dit que chaque cycle de vie dure 7 ans. Et donc, c'est le 1er janvier 2025 que j'ai commencé à rédiger le nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre sous le signe du renouveau et qui signe finalement cette renaissance qui est la mienne. Parce que finalement, ce combat m'a enseigné la puissance de la résilience et que l'acceptation était le premier pas vers la guérison. Il m'a aussi appris que ce n'était pas contre moi-même que je devais me battre, mais bien pour moi, et que justement, en faisant moi ma meilleure alliée, je pouvais être capable de faire bien plus que ce que je pensais. Durant ces 7 ans, j'ai aussi appris à faire face au regard des autres et à m'en détacher. J'ai fini par comprendre que ce que les autres pouvaient penser ou même dire de moi ne me regarde pas et que je n'ai pas non plus à prouver que je mérite d'être aimée. Alors comme je l'ai dit au début, on ne choisit pas les épreuves qu'on traverse, mais on choisit ce que l'on en fait et la manière dont on les traverse. Évidemment, ces épreuves, je n'ai pas choisi de les traverser et j'estime d'ailleurs pas non plus les avoir méritées, mais pour autant, j'ai fait le choix de les transformer en force et de les utiliser pour avancer. Parce que malheureusement, on ne peut pas revenir sur notre passé, mais on peut choisir de ce qu'on en fait pour mieux vivre notre présent et surtout se construire le futur dont on a toujours rêvé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces épreuves sont devenues mon moteur dans tout ce que j'entreprends, peu importe le domaine. Elles sont devenues la raison pour laquelle je m'interdis d'abandonner. Parce que chaque fois où j'ai l'impression de me retrouver face à un mur, chaque fois où j'ai envie de baisser les bras, je repense à cette Naïma de 15 ans qui, malgré tout ce qu'elle vivait, malgré toute la souffrance qu'elle ressentait, a toujours continué d'avancer. Et rien que pour elle, j'arrêterai jamais d'essayer. Parce que pour moi, essayer, c'est la meilleure manière d'y arriver. Et ce que je veux avant tout vous partager à travers mon histoire, c'est que la vie ne nous donne pas toujours ce que l'on veut, mais elle nous donne ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors c'est vrai que d'un côté, j'estime pas avoir eu besoin de ces épreuves pour avancer parce que, mine de rien, encore aujourd'hui, j'en garde des séquelles qui me rendent la vie pas facile des fois. Mais d'un autre côté, je sais aussi que sans elles, je serais certainement pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et surtout, je serais certainement pas là aujourd'hui en train de vous dire que oui, c'est possible de s'en sortir. Que rien n'est une finalité à partir du moment où on le décide. Et que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que ça le sera toujours. Alors oui, ça le sera peut-être demain, dans une semaine ou encore dans quelques mois. Mais à un moment donné, ça finira par aller. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous serez tellement fiers de vous de ne pas avoir abandonné. Parce que croyez-moi que oui, c'est possible de s'en sortir. Il y a 7 ans, j'étais cette fille qui portait tous les jours un sweat avec la capuche et qui osait même plus sortir de chez elle tellement elle avait peur d'affronter le regard des autres. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis là devant vous en train de vous raconter mon histoire. Et si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout pour moi, pour rendre hommage à ce chapitre de ma vie qui a fait de moi la personne que je suis, et aussi pour remercier cette petite Naïma de 15 ans qui jamais de la vie aurait cru que tout ça allait être possible, et surtout qui jamais n'aurait cru qu'elle allait être encore là aujourd'hui, alors que pourtant, si je suis là, c'est grâce à elle. Si je suis là, c'est aussi pour rendre fiers mes parents qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours soutenue, et surtout qui ont été mes piliers, notamment dans cette période qui a été extrêmement compliquée. Mais si je suis là, c'est avant tout pour vous. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de traverser une épreuve difficile, qui pensent que tout est figé et qu'il vaudrait mieux abandonner. Et justement, je suis là pour vous dire que oui, c'est possible de s'en sortir, que oui, vous allez y arriver. Donc s'il vous plaît, continuez de vous battre pour vous et je vous promets qu'un jour, ça finira par aller. Sur ce, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté.